Bonjour à tous, très heureuse d'être parmi vous, vivement flattée d'être invitée par des chercheurs et arrivant avec une approche très modeste qui est celle de témoigner d'une expérience qui a pu être la mienne pour essayer effectivement d'écrire la loi autrement. Design des instances. L'expression m'interpelle sans que je connaisse exactement le contenu des travaux des chercheurs sur ce sujet, mais elle m'interpelle de deux manières, parce que pour moi le design associé à la politique, c'est une manière de lier la pensée à l'action, donc l'ambition intellectuelle à la transformation par le faire, et puis des instances. Pour ce qui concerne l'écriture de la loi, ce qui est intéressant, il me semble, et ça sera l'objet de ma contribution ce matin, c'est de le penser peut-être dans le sens anglo-saxon du terme, instance. Donc c'est un exemple. C'est, encore une fois, modestement une illustration de ce qui peut-être pourrait devenir une instance, et donc un nouvel espace-temps de construction de la démocratie représentative. Mais je vais essayer de vous montrer en quoi ça n'a été qu'une instance, au sens un exemple d'une manière possible de faire avec des apprentissages sur les succès, les limites de l'exercice et ce qu'on pourrait en faire pour la suite. Alors le constat de départ, il est très classique, la défiance envers les institutions, la défiance envers le politique et les responsables politiques. Je trouve intéressant de dépasser ce constat en se demandant à quel moment de notre histoire collective nous sommes et pourquoi il faut essayer d'inventer des formes nouvelles de démocratie représentative. Ce que j'ai assez fortement ressenti lorsque j'étais au gouvernement, c'était un choc des maturités institutionnelles et politiques. Je vais m'expliquer. Une très forte maturité institutionnelle, une très faible maturité politique au regard des formes nouvelles d'expression démocratique. Pourquoi une très forte maturité institutionnelle ? Parce que finalement, quand on regarde nos institutions aujourd'hui, le président de la République, le Premier ministre, le pouvoir exécutif, le Parlement et son rôle, mais aussi des institutions qu'on connaît beaucoup moins, comme le Conseil constitutionnel, comme le Conseil d'État, comme les administrations centrales qui permettent au pouvoir politique d'exécuter ses volontés et ses décisions. Ces institutions, elles ont été grosso modo designées au XIXe siècle et sous Napoléon Bonaparte. Le Code civil, le Code du commerce, la création du Conseil d'État, la répartition des pouvoirs, tout ça a évolué en maturité au cours des 2 derniers siècles, mais il faut s'inscrire dans le temps long lorsqu'on pense à ces institutions et lorsqu'on réalise leur poids aujourd'hui dans la décision politique. Ces institutions, elles ont traversé des crises politiques en France. Il y a eu la Commune, j'en cite vraiment que quelques-unes. Il y a eu 2 guerres mondiales, il y a eu les guerres de décolonisation, et elles sont toujours là, et ce sont toujours les mêmes qui sont là. Ces institutions reposent sur, et leur existence et leur légitimité s'ancrent dans la loi, si on considère que la Constitution, le texte constitutionnel, est une loi constitutionnelle. À tel point que la loi est sacralisée dans notre pays. C'est de cet écrit que tout le fonctionnement démocratique tire sa légitimité. Ce n'est pas forcément le cas dans d'autres pays, notamment ceux de tradition politique et juridique anglo-saxonne, où l'interprétation du droit, la jurisprudence, importe tout autant que l'écriture du texte. Mais lorsqu'on comprend l'importance de cette loi sacralisée en France, on comprend mieux aussi l'importance de s'attaquer au cœur du processus politique lorsqu'on veut essayer de renouveler l'exercice de représentation, d'expression démocratique par la représentation. Par la représentation. Et ça explique aussi pourquoi le Parlement, encore aujourd'hui, est quasiment cantonné dans son
dans cet exercice d'écriture de la loi. Ce n'est pas le Parlement qui écrit la loi en vérité. Le Parlement vote la loi, certains diront qu'il l'enregistre. Il n'empêche que le Parlement ne contrôle pas l'action du gouvernement et que le Parlement n'évalue pas les politiques publiques. Donc j'insiste sur le rôle historique des institutions dans la décision politique et le rôle sacralisé de la loi, ce qui confère ce que j'appelle la maturité institutionnelle, qui aujourd'hui se heurte à des bouleversements majeurs et à une forme d'immaturité politique, en tout cas dans la capacité du collectif, des individus citoyens et des groupes collectifs à exprimer, revendiquer et agir au plan politique dans ce cadre institutionnel solide et puissant. Nous sommes à un moment où ces maturités s'entrechoquent parce que c'est un fait, les Français et les habitants de ce pays n'ont jamais été aussi éduqués. Ils ont atteint un niveau d'éducation plus élevé que jamais dans leur histoire. Et puis, ils peuvent désormais, et en particulier grâce au numérique, accéder à l'information dans des conditions là aussi inégalées. Ce qui peut donner envie, ce qui peut donner peut-être l'illusion d'avoir une forme de pouvoir d'action, au-delà même du pouvoir d'expression, en particulier sur les réseaux sociaux, qui n'est pas aujourd'hui entendu et rencontré par les institutions républicaines. Donc voilà ce que j'appelle ce choc des maturités, et c'est dans ce contexte que j'ai réalisé à quel point, si on entendait la loi comme un mode de conception fondé sur une forme d'écoute des citoyens, d'échange, permettant ensuite une co-construction d'une vision destinée à être accueillie de la manière la plus large possible, avant ensuite de démontrer son efficacité, quitte à être évaluée par la suite, ce qui est ou devrait être tout le cycle de la décision politique, eh bien, on se rend compte que nous n'avons pas encore des réponses bien élaborées pour que les institutions soient en capacité d'élaborer la loi et la décision politique de cette manière. Voilà le moment où nous nous trouvons, ce qui fait que la co-construction de la loi pour une république numérique, elle s'est inscrite comme une expérimentation, comme une tentative de faire autrement. Il y en a eu d'autres, notamment l'écriture de la Constitution en Islande, qui m'avait beaucoup impressionnée, qui là aussi est arrivée à un moment assez particulier, au moment de la crise bancaire, qui a très fortement bousculé l'Islande, et puis qui a pu se faire dans un tout petit pays, qui est l'équivalent d'une métropole en France, et qui a pu se faire sans se faire véritablement, parce que autant l'exercice d'un point de vue démocratique a été fascinant et intéressant, mais au plan constitutionnel, il n'a pas abouti. Lorsqu'on regarde ce qui se passe en Espagne, notamment, je trouve que les tentatives de construction autrement alternatives de la démocratie au niveau local sont très intéressantes. La ville de Barcelone fait des choses qui valent vraiment la peine d'analyser. Et j'en suis venue à titre personnel à la conclusion que pour expérimenter en ce domaine, il était sans doute plus aisé de le faire, en tout cas dans un premier temps, au niveau local, avec les collectivités locales, peut-être parce que le lien de proximité avec les citoyens est plus proche, peut-être aussi parce que les institutions qui permettent l'exécution des décisions politiques sont justement moins solidement ancrées dans leur rôle qu'au niveau national. Donc le numérique dans tout ça, c'est à la fois la cause des bouleversements et puis c'est aussi le nouveau terrain d'opportunité qui peut permettre de créer la loi autrement. Face à ces questionnements, deux modèles possibles se dégagent. Il y a celui qui tente à aller vers plus de démocratie directe. On pense par exemple au mandat impératif
aux initiatives de budget participatif qui se multiplient, aux procédures de démocratie liquide au sein, par exemple, de certains partis politiques comme le M5S ou le Parti Pirate. Et puis l'autre voie, c'est celle d'enrichir la démocratie représentative. Et c'est celle des pétitions citoyennes, c'est celle de l'idée de tirer au sort des citoyens pour former une partie du corps représentatif. C'est celle du référendum d'initiative partagée qui fait l'actualité en ce moment, puisque vous savez que les groupes d'opposition ont décidé d'essayer d'actionner un tel référendum au sujet de la privatisation des aéroports de Paris. Donc, d'emblée, la co-construction en ligne de la loi pour une république numérique s'est inscrite dans la deuxième ambition, celle d'enrichir le fonctionnement de la démocratie représentative. Je dis d'emblée parce qu'il a été très important de continuer à marteler l'objectif de l'exercice qui n'était pas un objectif de démocratie directe, qui n'était pas un référendum. Et j'ai toujours pensé qu'il fallait très clairement afficher cet objectif pour éviter les confusions. Lorsque je vois aujourd'hui que dans le cadre du grand débat national, dans les conclusions qui sont tirées, on entend « les Français pensent que », eh bien je pense que c'est une forme de dévoiement d'un exercice qui est un exercice qui s'insère dans la démocratie représentative et qui peut être très positif parce qu'il est expérimental et qu'il permet d'écouter ce que pensent les individus qui ont décidé de participer, mais il s'inscrit dans la démocratie représentative. Ce n'est pas un exercice de démocratie directe. Alors, en 2015, nous avons expérimenté la mise en ligne d'un avant-projet de loi du gouvernement dans sa version qui était entièrement rédigée et avant son examen par le Conseil d'État et avant son passage au Parlement, en proposant aux internautes, aux citoyens internautes, de modifier le texte. Cette loi, elle a été adoptée 2 mois plus tard, donc la consultation a eu lieu en septembre-octobre. Le texte a été adopté en Conseil des ministres en décembre 2015. Si vous n'êtes pas familier avec le contenu, il comportait 3 chapitres, 3 volets, déclinés autour de la devise de la République, d'où le nom. C'est pas la Startup Nation, c'est la République numérique. Égalité, liberté, fraternité. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'était autour de l'ouverture, et notamment de l'ouverture des données, mais aussi avec des dispositions sur l'open access, par exemple, sur les logiciels libres aussi. L'égalité, c'était l'égalité, beaucoup des conditions de concurrence dans l'environnement numérique, en particulier pour permettre aux petits acteurs économiques de pouvoir développer leurs activités dans les mêmes conditions que celles des géants de l'Internet, aussi pour protéger les consommateurs dans cet environnement. Et puis la fraternité, c'était des dispositions sur la couverture numérique des territoires, sur l'accès des personnes handicapées aux outils numériques, entre autres. Cette procédure, elle avait 2 objectifs. D'abord, rendre la loi plus riche dans son contenu, en se reposant sur le pari de l'intelligence collective. Donc, l'idée était vraiment d'ouvrir le contenu en se disant qu'il serait possible de l'enrichir avec des propositions nouvelles, et puis aussi de rendre la loi plus légitime dans ce contexte de crise et de défiance vis-à-vis du politique, plus légitime à l'égard des citoyens, mais aussi peut-être même plus légitime parce que devenu plus consensuel ou permettant la recherche de véritables compromis politiques. Et le compromis politique n'est pas un gros mot lorsqu'il repose sur des décisions politiques qui ont été tranchées sur la base de l'expression de toutes les parties prenantes. Il y avait aussi bien sûr un objectif de transparence que j'inclus dans l'objectif de
plus grande légitimité parce qu'un soupçon pèse sur le processus d'écriture de la loi, et donc apporter une totale transparence à ce processus permettait de lever pour partie les soupçons, en particulier les soupçons d'influence de la part des lobbies. Donc pour cela, nous avons utilisé une plateforme de consultation en ligne qui avait été développée par une association de démocratie ouverte et par sa spin-off qui s'est créée à l'époque, qui s'appelle Cap Collectif. De fait, c'est Cap Collectif qui a été utilisé par le gouvernement pour organiser le grand débat national, et ce qui a permis de révéler à quel point les fonctionnalités utilisées sur cette plateforme sont ouvertes et que les choix de gouvernance opérés peuvent être déterminants sur les résultats de la consultation. Donc, là, nous n'aurions pas pu organiser cette consultation sans la préexistence de l'outil technologique de la plateforme et aussi de la méthodologie, parce qu'il faut pouvoir animer les discussions, il faut pouvoir veiller, il faut pouvoir orienter. Et sans orienter, donc nous avions fait le choix de discussions ouvertes et non pas de questions fermées et non pas de descriptifs des réponses possibles. J'insiste là-dessus parce que la question se pose aujourd'hui, elle est très légitime. Qui doit fournir la plateforme technologique et l'expertise méthodologique dans le cadre de ce type de consultation? Est-ce que ce sont des acteurs publics? Est-ce que ce sont des acteurs institutionnels mais indépendants, comme la Commission nationale du débat public? Ou est-ce que ce sont des acteurs privés, associations et ou entreprises à caractère commercial? La réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise, en tout cas l'expertise technologique, elle se développe plus rapidement dans le secteur privé et que le grand débat national aurait pu être l'occasion de poser cette question en confiant à la Commission nationale du débat public un rôle et en la positionnant comme garant neutre et indépendant de l'organisation du débat. Ce n'est pas le choix qui a été fait. Mais la première force, en tout cas, de la plateforme utilisée à l'époque, ça a été de proposer cette promesse très claire aux citoyens qui était de dire, alors forcément, il se posait la question, si je participe, comment puis-je avoir l'assurance que ça va servir à quelque chose? Pourquoi le faire? Et donc, c'est ce que j'appelle la promesse claire. D'emblée, il fallait expliquer que ce n'était pas de la démocratie directe, que toutes les propositions, même les plus votées, ne seraient pas forcément intégrées dans le texte, mais qu'en revanche, le gouvernement s'engageait à répondre par écrit aux propositions les plus votées pour expliquer les choix politiques faits à partir de ces propositions, pour les intégrer ou pour les refuser. Et la plateforme était ouverte en ce sens qu'il était permis aux contributeurs de voter pour ou contre les articles du projet de loi, de les commenter, de proposer des amendements, de proposer l'ajout de nouveaux articles dans la loi, mais aussi, et ça me paraît très important pour créer les conditions d'un dialogue démocratique ouvert, de réagir par de nouvelles propositions ou par des commentaires sur les propositions et commentaires des autres internautes. Et puis, pour ma part, je m'étais aussi engagée à recevoir au ministère les personnes ayant le plus contribué à l'exercice. Alors, il me semble que cette procédure, elle a été marquante de manière, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça portait, si je me fie à ce qui a été fait avant et après, ça portait sur un texte de loi déjà écrit. Donc son objet n'était pas cette question ouverte comme par exemple la grande consultation sur la bioéthique, mais vraiment un texte très précis, déjà rédigé, prêt à être transmis au Parlement. Ça portait aussi sur un projet de réforme considéré comme prioritaire par le gouvernement, puisqu'il y avait un engagement du président de la République lors de sa campagne de faire passer une telle loi. C'était donc un texte du gouvernement. Et depuis, les tentatives ont surtout concerné des propositions
de loi. Non pas qu'il ne faille pas travailler sur des exercices de démocratie représentative améliorés à l'initiative du Parlement, mais en l'occurrence, la nouveauté, c'était vraiment de s'attaquer à un texte émanant de l'exécutif. La procédure était placée suffisamment en amont pour pouvoir influencer les choix du gouvernement. Et si je dis ça, c'est parce que je l'ai moi-même découvert. Le fait de la lancer avant l'examen du texte par le Conseil d'État a été déterminant pour pouvoir par la suite modifier le texte. Une consultation en ligne qui aurait porté sur un texte déjà examiné par le Conseil d'État aurait été beaucoup plus compliquée à mener. Et puis, c'est une procédure qui a comporté certaines garanties, sinon d'indépendance, non, puisque de toute façon, ce n'était pas l'objectif, elle émanait du gouvernement, mais en tout cas de neutralité et de transparence. D'abord, je vous l'ai dit, une association indépendante qui l'organisait, mais aussi des choix qui ont été faits qui n'étaient pas de modération a priori, ce qui signifiait aussi de laisser une poubelle, lorsqu'il y avait de la modération a posteriori par les pairs, une poubelle ouverte pour les propos injurieux, pour les propos illicites, pour ce qui... Et alors, avec un phénomène très intéressant, qui était qu'il y a eu une forme de contrôle de pair à pair par les contributeurs, avec un nombre vraiment infime de propos qui ont fini à la poubelle. Et donc, la confiance dans l'exercice, elle est venue des participants eux-mêmes. Et donc, ces garanties de neutralité, elles sont très importantes. Vous voyez, par exemple, je lis sur les réseaux sociaux que dans le cadre de l'exercice de référendum d'initiative partagée, certains internautes se disent inquiets du fait que s'ils veulent signer la pétition est accueillie sur le site du ministère de l'Intérieur et ils considèrent qu'ils ne reçoivent pas de garanties suffisantes sur l'utilisation des données qui pourraient être faites ensuite à l'issue de cet exercice. Alors, quel bénéfice de cette consultation ? D'abord, immédiat et quantitatif. Il y a eu 137 000 visiteurs uniques sur le site, dont 31 000 qui ont créé un compte pour participer, 147 000 votes exprimés et 8 500 contributions déposées, avec ce comportement très constructif de manière générale de la part des participants, donc grosso modo, pas de troll ou très peu. Je suis convaincue que ce succès s'explique pour grande partie par la démarche préalable qui avait été initiée 2 ans plus tôt. Et si je le dis, c'est parce que la démocratie numérique, contrairement à ce qu'on peut penser, a besoin de temps. Et donc pendant 1 an et demi, le Conseil national du numérique avait élaboré un projet de feuille de route stratégique du gouvernement à partir d'ateliers thématiques menés dans les territoires, en présentiel, qui avait permis aussi de commencer à faire contribuer des communautés autour de thématiques identifiées. Et je pense que sans ce travail préalable, au plus proche des contributeurs, il aurait été plus difficile de mobiliser sur une échelle de temps si courte des personnes qui ont contribué de manière aussi riche. Pour le contenu, ce sont 90 modifications au texte initial qui ont été intégrées, dont certaines qu'on peut considérer comme très substantielles. Par exemple, et un sujet que Thierry Mandon connaît bien, celui de l'open access, c'est grâce à la mobilisation de la communauté des chercheurs que les délais permettant aux chercheurs de publier en ligne les résultats de leurs travaux à l'issue du délai les liant à un éditeur commercial, cet article a pu être modifié avec une réduction des délais en question grâce aux propositions qui avaient été faites pendant la consultation. Autre exemple, l'article consacré à l'open data, donc à l'ouverture des données publiques, a aussi été modifié, notamment pour introduire, alors légèrement, certains diront trop légèrement, la notion de sanction, donc de name and shame,
pour les acteurs publics qui ne se conformeraient pas aux préconisations de la CADA, l'autorité indépendante qui doit garantir cette ouverture des données publiques. La consultation, elle a permis aussi de mettre en évidence des inquiétudes qui n'avaient pas été identifiées. Je vous donne un exemple très concret. L'article relatif aux dons par SMS qui devait permettre aux organisations, en particulier caritatives, de mener des campagnes de dons grâce à l'utilisation des smartphones, eh bien, il était très appréhendé par les contributeurs comme étant potentiellement peu protecteur des données personnelles et potentiellement susceptible de se retourner contre certaines personnes plus fragiles, comme les personnes âgées, avec des exercices de manipulation qui auraient pu advenir. Et donc, ça a permis de renforcer le cadre dans lequel cette disposition relative aux dons par SMS pouvait intervenir. Il y a certains sujets complètement nouveaux qui sont apparus dans le texte, avec un mécanisme, au final, un peu proche du droit de pétition, mais avec une chance d'impact beaucoup plus rapide, parce qu'on parlait d'un texte qui, 2 mois plus tard, entrait dans la loi. Et je pense, par exemple, à cet exemple que vous connaissez peut-être, qui a été le fait de reconnaître l'e-sport, donc les compétitions physiques de jeux vidéo, qui étaient interdits jusqu'alors par le Code de la sécurité intérieure, parce que considérés comme des jeux de loterie. Et c'est du fait d'une mobilisation des gamers lors d'une compétition d'ailleurs de League of Legends que cette proposition d'article nouveau est entrée dans la loi. Un autre exemple, c'est le droit à l'auto-hébergement en ligne de ses propres données, des données personnelles, qui était une disposition non souhaitée par les opérateurs de télécommunications. Pour autant, les propositions qui ont été les plus votées par les internautes n'ont pas été retenues par le gouvernement pour être intégrées au texte de loi. Et c'est notamment le cas non pas de la promotion du logiciel libre, mais du fait de préférer pour l'achat par les administrations, donc dans le Code des marchés publics, le logiciel libre au logiciel propriétaire. Ces propositions, elles ont été considérées comme trop éloignées des arbitrages initiaux qui avaient été faits par le Premier ministre. Et donc sur ce cas, par exemple, le poids des citoyens pour mettre à l'agenda des réformes nouvelles, il est resté limité dans le cadre de la consultation. Ça a pu créer des déceptions, même si, et pour moi le sujet du logiciel libre en est un bon exemple, mais le sujet de la création d'une catégorie juridique nouvelle comme les communs en est une autre illustration. Le fait de mettre en lumière ces sujets dans le débat public et politique a permis de les faire avancer. Et de fait, aujourd'hui, c'est finalement le marché qui démontre l'utilité des logiciels libres, puisqu'on voit qu'on est face à un changement de modèle économique des grands prestataires de services informatiques face à ce sujet. Il y a eu aussi un véritable impact dans les liens à l'Europe et dans les échanges avec les institutions européennes, dont la Commission européenne. Pourquoi ? Parce que l'exercice a d'abord été très mal compris et très craint par la Commission, qui négociait à l'époque le RGPD, le fameux règlement européen pour la protection des données personnelles. Or, le texte de la loi pour une république numérique avait d'abord pour ambition de pousser certaines notions qui ne figuraient pas dans le RGPD et en plus a rencontré un soutien massif de la part des contributeurs sur tous les sujets concernant la protection des données personnelles. Donc, par exemple, sur le droit à l'oubli pour les personnes mineures ou, par exemple, sur le droit à la portabilité des données personnelles, qui était un sujet qui ne figurait pas dans le règlement européen dans sa version initiale. Avec, au final, des allers-retours très intéressants entre Paris et Bruxelles, puisque le fait d'avoir cranté la portabilité dans le texte de loi en France a permis de faire entrer le sujet dans le règlement européen,
avec, oui, une forme de rapport de force et des tensions qui ont pu être soutenues par les communautés citoyennes qui avaient, peut-être même sans le savoir, contribué à ce dialogue entre les institutions. Un autre effet, ça a été sur les parlementaires. Vous le savez peut-être, le texte a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale et à l'unanimité moins une voix au Sénat. C'est la seule fois dans ce quinquennat depuis, et à ma connaissance, mis à part des situations de crise et de guerre, dans lesquelles un texte de loi a été adopté à l'unanimité par les deux assemblées. On peut se dire, c'est arrivé par hasard, on peut se dire le numérique est un sujet consensuel politiquement. J'ai l'intime conviction, mais qui n'a pas été démontrée scientifiquement, que le fait d'avoir permis aux parlementaires de se saisir du texte bien en amont de la procédure parlementaire classique, d'identifier les nœuds de contentieux, les polémiques possibles, d'en discuter dans leur circonscription en organisant par exemple des débats publics avec leurs administrés, a permis d'anticiper ces objets possibles de polémique et de rechercher ce dont je parlais tout à l'heure, qui est le compromis politique qui a permis au final d'arbitrer. Je vous donne un exemple très concret. On savait que l'open data aurait du mal à passer au Sénat. En échange de l'open data, nous avons pu renforcer les obligations de couverture numérique des zones rurales et donc du déploiement en particulier de l'Internet en haut débit contre l'avis des opérateurs de télécommunications. C'est de la politique et ça a été permis grâce au renforcement des positions de certaines parties prenantes qui avaient émergé de la consultation en toute transparence. Et puis enfin, je pense qu'il y a eu un impact sur les citoyens qui ont participé. En tout cas, si je me fie à ceux qui ont fait des retours d'expérience, puisque beaucoup nous ont dit qu'ils avaient apprécié l'exercice, qu'ils seraient prêts, plus de 85% étaient prêts à le réitérer sur d'autres sujets. Et puis beaucoup nous ont dit qu'ils ont découvert la procédure parlementaire à cette occasion. Plusieurs internautes pensaient qu'une fois que le texte avait été décidé par le gouvernement, c'en était fini. En fait, n'avaient pas réalisé qu'après, il y avait un passage au Parlement. Donc au début, il y avait des étonnements exprimés, qui disaient mais quand même, pourquoi ça prend autant de temps? Maintenant c'est bon, on a participé, ça a été décidé, le texte est écrit, finissons-en. J'en terminerai là. Et puis en fait, non, ils ont plongé dans la procédure parlementaire, dans les amendements à l'Assemblée nationale, dans la navette, les amendements au Sénat, la commission mixte paritaire. Donc ça a été une révélation de l'exercice parlementaire pour certains des contributeurs. Les principales limites, la représentativité, et il faut en avoir très conscience. L'exercice uniquement en ligne fait qu'on mobilise essentiellement des personnes dont le niveau d'éducation est supérieur à la moyenne de la population. Et on le sait par les données des personnes qui ont accepté de partager de manière anonyme des caractéristiques socio-professionnelles. Donc, problème véritable de représentativité, problème de partage entre ce qui relève du domaine de la loi, l'article 34 de la Constitution, et toutes les propositions, la grande majorité qui relèvent des politiques publiques, mais qui n'entrent pas dans le cadre d'un texte de loi, avec du coup pas de gouvernance pour le suivi de ces propositions au niveau interministériel, parce que pas de mission, ni de ministre missionné, ni d'administration exécutante pour permettre un suivi dans le temps long des propositions parfois très intéressantes qui auraient pu être mises en œuvre. Et puis enfin, j'en terminerai là, j'ai parlé de la grande maturité institutionnelle, mais ce qui dit maturité peut dire rigueur, voire rigidité. Et le problème de cette expérimentation, c'est qu'elle a été menée à cadre institutionnel constant et qu'aujourd'hui, rien ne permet dans le fonctionnement, comme dans l'écriture des institutions de la Ve République, de faire entrer une procédure pareille.
Ce qui fait qu'à toutes les étapes, dans les arbitrages rendus par Matignon avant et après la Constitution, la consultation, dans l'examen au Conseil d'État, etc., et ça a été laborieux de permettre à cette consultation de déboucher sur des avancées concrètes. Donc, en revanche, on a appris qu'il y avait certains ingrédients à respecter pour une recette de co-construction en ligne réussie. D'abord, la transparence, la vraie transparence des données ouvertes et recueillies qui doivent être mises à disposition, et notamment des chercheurs. Sans doute l'open source des algorithmes utilisés, mais c'est un sujet qui reste débattu. Une pédagogie de la démarche le plus tôt possible auprès des administrations concernées, parce qu'elles se sont senties heurtées et qu'à cadre de travail constant, elles n'avaient pas les ressources et pas les moyens de mettre en œuvre ce qui leur était demandé. Et puis une gouvernance de la consultation qui monte en compétences, qui monte en expertise et qui donne des garanties d'indépendance. Du coup, attention à l'hyper-personnalisation, parce que c'est, à mon sens, la manière de nuire à cette garantie de neutralité qui est essentielle. Attention à la récupération politique, attention à la confusion entre démocratie directe et démocratie représentative. C'est un chemin étroit qui a été ouvert par cette co-construction en ligne de la loi. Depuis, rien n'a été fait au niveau de l'exécutif sur un texte de loi, mais le chemin, il reste ouvert, donc on peut espérer qu'il donnera naissance à d'autres expérimentations plus intéressantes encore pour l'avenir. Merci beaucoup de votre attention. Merci.